91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 91 FM pour votre rendez-vous du jeudi soir. Job Interview, l'émission qui met en avant, en lumière, un métier, une formation. Et je suis avec Alex dans le studio. Bonjour. Et nous recevons ce soir Mickaël. Bienvenue. Bonjour, merci. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Mickaël, je suis enseignant spécialisé. Je travaille dans un IME, Institut médico-éducatif, donc avec des enfants atteints de déficience intellectuelle. Et voilà, je leur propose des temps de classe. En quoi consiste votre métier ? Ces élèves-là, ils vont pas avoir 24 heures en primaire d'école par jour parce que ça va être un peu trop long. Certains vont pouvoir, mais en tout cas mes élèves, ce serait vraiment très très long. Donc ils ont surtout des rendez-vous ou des prises en charge, des accompagnements avec des éducatrices spécialisées et d'autres professionnels aussi de la santé comme des orthophonistes, etc., des psychomotriciens, des psychologues, et puis notamment des profs, des enseignants qui vont leur enseigner surtout les fondamentaux, le français, les mathématiques, qui pour eux prennent du temps. Par exemple, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à compter, ça prend un peu plus de temps pour ces élèves-là. Et peut-être la cohabitation entre les uns et les autres aussi, non ? Il y a peut-être qu'on plus de difficultés à aller vers les uns ou les autres. Effectivement, les compétences psychosociales, effectivement, sont un peu plus longues à apprendre pour ces élèves-là aussi. Et puis les émotions, les accueils des émotions sont un peu chargés avec leur handicap. Donc ça peut effectivement être parfois assez explosif, mais comme c'est le cas dans les classes ordinaires aussi. Mais oui, effectivement, du fait, notamment j'ai beaucoup d'élèves qui sont porteurs de trisomie 21 par exemple. Et donc là, les émotions, voilà, elles sont un peu plus chargées parfois que les enfants ordinaires. Voilà. Est-ce que c'est votre premier métier ou vous avez fait autre chose avant ? Alors non. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené à revenir ou à venir sur ce métier ? Ouais. J'ai longtemps, depuis enfant, je voulais devenir astronome, astrophysicien, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et donc je suis parti sur des études de physique. Pendant les études, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la biologie. Donc, rien à voir. Voilà, j'ai fait une thèse en biologie, toujours avec des outils de physique, on va dire, mais j'ai fait une thèse en biologie. Et pendant cette thèse-là, je faisais des cours, on appelle ça des médiations, à côté de la vulgarisation scientifique avec des primaires, des enfants. Et c'est là que je me suis rendu compte que la recherche, ça m'intéresse peut-être de moins en moins. Et par contre, les enfants, j'étais quand même bien motivé, donc j'ai passé le concours après de professeur des écoles de l'éducation nationale. Voilà. Et si on revient à votre métier, une journée type avec toi, ça ressemble à quoi ? On commence, alors moi ça commence à 9h, je travaille les mercredis, donc on commence un peu plus tard que la plupart des professeurs. On arrive donc, on est à l'IME, sachant que moi je travaille aussi dans une école, donc j'explique ça dans la journée. On arrive à l'IME, les élèves, donc on les regroupe, et après on part à l'école ordinaire. C'est-à-dire qu'on a une salle dans l'école ordinaire. C'est un dispositif particulier. Tous les enseignants spécialisés en IME ne travaillent pas comme ça. C'est un dispositif qu'on appelle une unité externalisée. C'est-à-dire qu'on apporte, si on veut, c'est un peu un mot, on prend les élèves de l'IME et on les met dans l'école pour que justement ils aient plus de temps inclusif avec les autres élèves, etc. Donc on a vraiment une salle dans l'école ordinaire dédiée à nous. C'est notre salle de classe, si on veut. Et du coup, le but, c'est notamment d'abord de faire les récréations avec que tous les enfants se mélangent, Et puis après, le but, c'est de faire d'autres projets avec les autres classes de l'ordinaire, etc. pour vraiment favoriser l'inclusion au maximum. Quelle formation avez-vous fait après la formation de base pour être professeur ? Ouais, donc c'est ce qu'on appelle le KPI. Alors ça portait d'autres noms avant, il y avait le KPSH, etc. Maintenant c'est le KPI, donc certification. J'ai perdu le sigle, je vais le retrouver. Certification d'aptitude aux pratiques professionnelles de l'école inclusive. Voilà, ça c'est le KPI. Donc en gros c'est un examen qui te dit voilà, cette fois vous êtes professeur, enseignant spécialisé et vous pouvez du coup enseigner en IME, parce que moi j'étais déjà en IME, ça me plaisait, je voulais y rester.
Mais on peut devenir enseignant spécialisé dans beaucoup d'autres structures. On peut devenir enseignant spécialisé pour enseigner en prison. Ça peut être en hôpital de jour. Ça peut être en SECPA. Ça peut être en ULIS ordinaire, élémentaire, collège et lycée. J'en oublie, mais voilà. Et pourquoi, on va dire, des élèves avec un petit truc en plus, comme dirait le film, plutôt Ouais. que des élèves, si je peux dire, classiques? Pourquoi ce choix de se tourner vers justement des personnes avec de la trisomie 21 ou d'autres. Ouais, bah ça c'est un choix que j'ai découvert. C'est pas vraiment, j'ai pas voulu tout de suite aller dans un IME par exemple, mais c'est à la fin de donc je passe le concours, je fais 1 an en CE1 ordinaire, et pendant cette année de CE1, je découvre qu'il y a 4-5 élèves qui sont en grosse difficulté scolaire. Et je découvre à côté de ça le réseau RASED, un réseau d'aide pour les élèves en difficulté scolaire. Et j'ai très envie de faire ce métier-là. J'ai très envie d'aider les élèves en difficulté parce que ça me tenait à cœur, parce que j'étais vraiment touché après 1 an de ne pas avoir pu aider autant que je voulais ces élèves-là. Et sauf que quand tu n'es pas spécialisé, il faut que le poste il soit complètement libre pour pouvoir éventuellement y aller, le temps d'avoir l'examen, etc. Ça s'appelle faire fonction. Enfin voilà, quand il n'y a personne, ils préfèrent quand même avoir un prof que quelqu'un qui n'est pas encore formé. Et du coup, ce manque de peau, ce poste-là était pris. Et à côté de ça, je regardais d'autres métiers dans le spécialisé. C'est une amie de formation qui m'a dit, mais là, il y a un poste dans l'IME de Massy, ça devrait te plaire, etc. Et j'y suis allé. Et effectivement, ça m'a plu. Voilà. Ça a Donc, matché direct. c'est Et hop. ça. 7 ans après, j'y suis toujours. Si tu pouvais changer, parce que tu as dit que tu pouvais être dans un hôpital, dans des choses comme ça, Ouais. t'irais où si c'était pas dans un IME? En tant qu'enseignant spécialisé, j'avais déjà pensé j'ai pensé partir en ITEP, c'est Institut thérapeutique et pédagogique, je crois, pour le sigle. C'est un établissement où c'est des élèves qui ont des problèmes de comportement, autant que je sache, parce que du coup je ne suis pas expert, qui ont des problèmes de comportement qui sont parfois inadaptés, etc., dans leurs réponses comportementales, qui sont envoyés, qui sont là-bas, qui sont scolarisés là-bas. Donc j'ai voulu à un moment donné, parce qu'il y a eu des crises à l'IME, etc., et je me suis dit, ça me motiverait peut-être. Et puis non, en fait, voilà. Là, on parle de, on va dire, bon, je vous vois parce qu'effectivement, on se connaît pas. Alex te connaît plus, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, parce que généralement, l'enseignant apprend des choses aux élèves. Est-ce que, au fur et à mesure de ces années, les élèves apprennent des choses aux enseignants? Je sais pas. Ouais. Ils changent peut-être un regard, un truc, je sais pas. Très bonne question. Non, si, je pense qu'on apprend beaucoup de ces élèves. Là, je pense aux séjours qu'on peut faire. Alors, on peut les faire dans l'ordinaire, on appelle ça les classes vertes, les classes découvertes, etc. On en fait aussi en IME. Et c'est pendant ces séjours qu'on apprend. Ils sont beaucoup plus dans l'instant présent que nous. On va beaucoup plus se projeter, on va beaucoup plus s'inquiéter, etc. Eux, ils sont souvent, en tout cas, dans l'instant présent. Certains vont être angoissés selon, effectivement, leur histoire et leur handicap même, mais ils sont beaucoup plus dans l'instant présent à être un peu plus, je sais pas moi, dans la joie, etc. Donc ça apprend aussi à lâcher prise sur beaucoup de choses et à profiter vraiment du moment avec eux. C'est ça, et peut-être éviter de penser à autre chose, de s'inquiéter de l'avenir et penser effectivement vivre vraiment ce qui se passe Voilà, c'est à ça. l'instant T. C'est ça. Ils sont dans l'instant présent. La projection parfois est même impossible pour certains. Enfin voilà, c'est difficile. Et du coup, ça nous apprend ça, d'autant plus quoi, à profiter avec eux. Quelles sont les qualités pour faire ce métier qui sont nécessaires? Je dirais la patience avant tout quand même, parce que effectivement il y a des situations, et puis il y a des situations de classe où quand ils sont plusieurs. Mais ça, je pense que ça regroupe vraiment le métier d'enseignant globalement, hein, pas que spécialisé, je veux dire. Faut être patient parce que voilà, il faut savoir gérer plein de situations parfois en même temps, plein de progressions aussi différentes des élèves en fonction de ce que tu leur proposes. Ils vont pas avoir les mêmes compétences, les mêmes progrès. D'autant plus, là par contre, avec mes élèves, je pense que c'est d'autant plus vrai. La lecture, par exemple, ça prend du temps pour certains. Voilà. Et une autre qualité, je dirais l'écoute aussi de ces élèves, mais aussi des parents, des familles en tout cas, et puis des autres collègues aussi. Parce que enseignant spécialisé, par exemple,
on peut être amené à être une personne ressource, c'est-à-dire les enseignants ordinaires peuvent venir nous voir face à un élève, une difficulté qu'ils ont, un élève qu'ils accueillent, qui a des difficultés scolaires ou qui est en porteur de situation de handicap. Il y en a beaucoup, si ce n'est dans toutes les classes. Et donc, ils peuvent venir voir les enseignants spécialisés qui sont formés, qui reçoivent quand même un peu une formation d'expertise, notamment en analyse des besoins, etc. Ils peuvent nous demander ce genre de choses. Donc là, on peut être à l'écoute, notamment de l'enseignant à ce moment-là, ou l'enseignante pour le coup. Voilà. Et je pense qu'à ça, ouais. Si tu pouvais nous donner une difficulté ou un point négatif de ton métier, ce serait quoi? Et ben la patience. Non, non, mais ouais, parfois on est fatigué, comme dans tout métier. Parfois, on est un peu poussé à bout par la sollicitation, etc. Et donc, ouais, effectivement, là, ça peut être un peu difficile de maintenir son inhibition, de maintenir son calme, etc. Ça fatigue d'autant plus. Donc, il y a des journées vraiment, on est rincé à la fin. Et ça, encore une fois, c'est pas que les enseignants spécialisés, même pas du tout. Un point négatif, sinon, c'est parfois vis-à-vis de l'inclusion, justement, vu qu'on a des élèves porteurs de handicap, parfois on se retrouve face à des gens, des personnes qui n'acceptent pas le handicap, ou alors qui font des petites remarques. Ça peut être des gens, quand on se balade dans la rue, quand on fait un projet avec des gens de l'extérieur, des petites remarques, et puis ça peut être des intervenants qui sont pas, voilà, qui font des remarques parfois désobligeantes envers nos élèves, etc., quand ils apprennent ce qu'ils portent en eux, ou etc. Ah oui. C'est même pas... Parce que c'est vraiment des enfants normaux. Enfin, Oui. je dis ça évidemment comme tout le monde. Et parfois, quand on leur dit « on est en IME », « ah, Ouais, ah, c'est vous êtes en une IME », petite a priori. les préjugés arrivent tout de suite, alors Oui. qu'ils n'ont pas forcément vu ça tout de suite avec les élèves. Eh bien, devant eux. ça tombe bien que vous en parliez maintenant, parce que ma question, c'est est-ce qu'il y a justement, globalement, des préjugés, des idées reçues sur votre métier que vous souhaitez casser peut-être? Ouais, et ben justement ça va être les... Ce sont des enfants comme tout le monde, et parfois les gens, ils ont beaucoup d'a priori, ils ont peur. En fait, c'est surtout de la peur, je pense, que de savoir, ah, mais comment je fais du Et coup pourquoi ils ont peur? Peut-être parce qu'ils connaissent pas. Mais exactement, Eh oui. c'est ça. Ils se disent, bon, pour aller vite, ils prennent les raccourcis. Ah, bon, c'est un enfant trisomique. Bon, comment je vais faire, etc. Comment on fait? En fait, tu fais comme avec n'importe quel enfant. Et puis après. Et justement, là, le tu problème, vois. c'est de prendre différemment Ouais. l'enfant. C'est là où déjà on le met dans une case C'est- différente des autres, alors que pas du tout. C'est ça, exactement. En fait, il a globalement les mêmes besoins. Alors parfois, c'est exacerbé. J'ai quelques élèves aussi autistes, par exemple. Là, c'est des besoins assez spécifiques qu'il faut parfois aussi connaître. Voilà, là, il faut avoir peut-être aussi une approche un peu différente. L'autisme, c'est quand même assez particulier pour certains, selon la sévérité en tout cas de l'autisme. Mais globalement, ça, c'est un préjugé qui a juste pas lieu d'être. Ce sont des enfants comme tout le monde et comme les autres, enfin, je veux dire. Et puis un autre préjugé aussi, c'est justement vis-à-vis de ça, peut-être que c'est lié. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais ça doit être dur de travailler avec des élèves porteurs de handicap, etc., dans un IME. » Et moi, je ne trouve pas. Pour le coup, les conditions de travail et le fait aussi de travailler avec les autres professionnels qui ont un regard différent peuvent justement permettre d'avoir un regard beaucoup plus serein sur l'élève en face de toi. Et aussi, le nombre de fait est un petit peu plus petit que des classes de l'ordinaire. Donc moi, je trouve ça plus agréable en tout cas. Est-ce que justement il y a un suivi dans ce métier, puisqu'il y a des évolutions, peut-être si je peux dire, sur éventuellement certaines typologies, maladies ou autres? Est-ce qu'il y a constamment, si je peux dire, des formations, des remises à niveau, des choses comme ça? Ou après, c'est au fur et à mesure de son travail, on prend soi-même la liberté de s'intéresser, d'apprendre de nouvelles choses? Ouais, c'est les deux. Parfois, on n'a pas vraiment le choix parce que les formations, notamment dans l'éducation nationale, elles sont pas tout le temps. Il y a les stages mines, ça s'appelle des stages de remise à niveau ou d'apprentissage de nouvelles choses sur les troubles neurologiques, ça peut être les troubles de l'autisme, etc. Enfin, voilà, des formations où tu pars quelques semaines, généralement pendant l'année, tu es remplacé, généralement, et tu apprends des nouvelles choses. Donc ça permet vraiment d'évoluer dans tes connaissances et dans la gestion des élèves, etc., des situations Ça doit compliquées. être compliqué quand même d'avoir un prof, puis hop, d'un coup, on met quelqu'un d'autre à la place, Ouais. et après le prof Bah, revient. ouais, Bon, mais après, ça, voilà, c'est la limite, hein, mais c'est comme ça, il n'y a pas trop de...
il faudrait se former le soir ou les mercredis après-midi. Mais bon, quand tu veux vraiment bien te former aussi, il faut se mettre en condition et se dire, bon, c'est jamais que 3 semaines. Généralement, c'est sur des temps de 3 semaines. Et puis après, il y a une autre période et puis 3 semaines un peu plus tard, etc. Voilà. Ouais, c'est la limite. Enfin, à un moment donné aussi, pour le bénéfice des élèves, il faut aussi parfois s'en aller un peu de la classe et pouvoir se former. Encore faut-il pouvoir le faire, c'est pas tout le temps le cas et il y a des demandes chaque année et tout le monde n'est pas pris à ces stages-là, etc. On parlait de formation, peut-être qu'on peut évoluer, Alex. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer dans ce métier à part les formations? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Gérer un IME ou non? Ouais, après, en fait, à part les formations, on est un peu obligé, si on veut, dans l'éducation nationale, on va dire changer de métier, évoluer, on est un peu obligé de repasser par des formations. Donc ça peut être... si on veut devenir directeur de structure comme l'IME, là, il faut repasser par une formation que je n'ai pas en tête, mais on peut devenir directeur en ayant été dans l'éducation nationale, de centres médico-sociaux, etc. Et puis après, au sein de l'éducation nationale, on peut changer de métier, on peut devenir conseiller pédagogique ou conseillère pédagogique. Ça peut être aussi maître formateur. Voilà, ça peut être aussi en repassant par un master un peu spécifique sur les besoins spécifiques, ça peut être aussi devenir formateur pour justement cette formation d'enseignement spécialisé, le KPI. Voilà, il y a beaucoup de choses. Puis après, tu peux même devenir inspecteur, inspectrice et être inspecteur sur l'enseignement spécialisé. Mais là, c'est vraiment une autre formation, un autre concours. C'est le summum, là. Ouais, apparemment, c'est le summum. Ouais. Quel est le salaire en début de carrière qu'on peut avoir après la formation? Après la formation, en fait, tout dépend, donc c'est de la fonction publique, l'enseignement. Oui. Tout dépend de à quel moment tu fais la formation. Il y a des grilles, tout ça, non? C'est ça. En fait, moi, j'ai fait la formation assez vite, rapidement, 2 ans après. J'étais en T2, donc 2 ans après ma titularisation. Et donc, mon salaire, il était de début de carrière, quoi. Et la formation t'offre simplement le bénéfice d'à peu près 70 € par mois par rapport au salaire des profs ordinaires. Donc, un prof ordinaire, alors, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui. On n'a pas les grilles. Je crois que c'est 2000 net là maintenant en début de carrière. Peut-être je dis n'importe quoi. Oui. Moi, j'avais 1600 en début de... Voilà. J'avais 1600 quelque chose net en début de carrière. Et puis du coup, après, c'est donc les échelons qui évoluent. Au début, les échelons, ils vont vite. Tu évolues très vite dans les échelons, c'est tous les ans, je crois. Et puis, échelon 4-5, c'est tous les 2 ans. Voilà. Donc après, à chaque échelon, tu évolues au début, je crois que c'est une centaine d'euros, et puis après, c'est 60 €, un truc comme ça, même moins, je crois. Voilà, je sais plus là, comme ça, j'ai plus les chiffres. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Je crois que c'est mes élèves en vrai. J'aime beaucoup. Parfois, c'est pas du tout le cas quand on est très fatigué, on les aime plus du tout pendant quelques minutes. Non, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils apportent, ouais, leur joie et puis leur émotion, parfois décuplée, pas forcément que joyeuse d'ailleurs, mais je sais pas. J'aime beaucoup passer du temps avec eux en tout cas. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ce métier? De tester parce que parfois on peut avoir une idée d'enseignement spécialisé. Donc on peut devenir enseignant spécialisé pas que avec des enfants porteurs de handicap, mais pour ceux qui auraient envie de partir dans cette direction-là précise, parfois on se rend compte que le handicap nous renvoie des choses parce que on peut avoir des élèves. Alors moi c'est pas le cas, mais en fauteuil. Il y a des IME qu'on appelle IEM. Qui sont vraiment spécifiques pour accueillir des élèves polyhandicapés, donc en fauteuil roulant, etc. Voilà, ça peut nous renvoyer des choses vraiment difficiles à accepter, à vivre, etc. Et puis pas que, il y a des élèves qui vont pas être en fauteuil, mais qui peuvent quand même avoir des façons de parler différentes, etc. Et donc là, ça peut être parfois compliqué. Enfin, j'ai vu des collègues qui sont venus et qui voilà que c'était pas pour eux, ils ont vu tout de suite quand on se sent pas bien tout de suite, il faut pas forcément forcer, enfin ça dépend. Faut avoir une bonne force mentale en fait pour faire ce métier. Ouais, je sais pas si je parle faut avoir un bon feeling en fait, je pense force mentale c'est un grand mot peut-être.
Force mentale. Après, moi, ça doit donner envie de se former à justement tout ce qui touche le mental, quoi, le psychologue et tout. Ouais, c'est sûr. mais oui, en plus, on parle beaucoup avec les psychologues. Effectivement, les psychologues ont un grand rôle dans ce métier, en IME en tout cas, en globalité. Et donc, on parle beaucoup avec eux. J'ai observé ça chez mon élève, et puis du coup, on en parle, et puis on trouve des choses avec ce dialogue-là, avec la psychologue, et puis l'orthophoniste aussi, si c'est des troubles du langage, etc. Et je ne sais plus sur quoi j'étais parti. Oui, donc quel conseil pour devenir... Oui, donc c'est ça. Donc essayer de tester une journée, voilà, pour voir. Et puis après, y aller en fait. Ne pas entendre forcément aussi l'éducation nationale qui pourrait vous dire prenez votre temps, parce que quand même, enseignants spécialisés, prenez quand même quelques années afin de faire de l'ordinaire, etc., avant de vous lancer. Moi, je pense que si vous avez le feu, on va dire, pour parler très familièrement, si vous avez le feeling, allez-y. Vraiment foncez, parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci Alex. beaucoup. Avec plaisir. C'est bien sûr, toutes ces émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et tout de suite, le retour de la musique sur 80 FM. À très vite pour un nouvel épisode de Job Interview. Au revoir. Au revoir. Au revoir.